Bonjour à toutes et tous. Alors, dans cette deuxième partie sur les approches computationnelles en psychiatrie, en étudiant les modèles génératifs, l'idée est de faire un point sur le codage prédictif et son corrélat, l'inférence active. Alors, comme présenté précédemment, la psychiatrie computationnelle, on pourrait dire qu'il y a trois grandes dimensions: les données, les grandes quantités de données, les big data, les biomarqueurs, étudiés séparément ou ensemble, les modèles génératifs, que je définis rapidement par la suite, et puis l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle. Et donc il y a plusieurs objectifs à cette psychiatrie computationnelle. Premièrement, modéliser de manière mathématique à la fois des éléments du cerveau et des éléments sémiologiques. Et donc en fait, si on creuse un petit peu ce que sont les modèles génératifs, qui peuvent constituer une des grandes dimensions de la psychiatrie computationnelle, on voit qu'il y a à la fois le decision making ou l'apprentissage par renforcement, et puis d'autres modèles comme le codage prédictif et l'inférence active dont on va parler ici, les systèmes dynamiques dans une autre vidéo, et les théories des graphes et des réseaux, notamment les réseaux de symptômes, quand on s'intéresse aux signes et aux symptômes, qui ont été développés dans d'autres vidéos. Alors le codage prédictif et l'inférence active, un des types de modèles génératifs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un modèle génératif? C'est un modèle qui permet des prédictions concrètes testables sur les processus cognitifs. En gros, pour le dire simplement, c'est un modèle qui veut reproduire le fonctionnement d'un système. Alors, rarement tout le système, mais en tout cas certaines fonctions de ce système. Imaginons si on veut reproduire les fonctions de la mémoire, on va pouvoir créer un modèle qui reproduit la mémoire. Et donc, voilà, tout l'enjeu est de faire ça, et en psychiatrie computationnelle, et de faire ça sur le plan mathématique, et donc aujourd'hui aussi du code informatique. Alors, modèle génératif important, c'est celui du codage prédictif, toute la théorie du codage prédictif qui a été proposée, on va dire, par von Helmholtz en 1866, mais puis développée à de nombreuses reprises sous différentes formes au cours du siècle dernier, et puis qui a été reliée à des modèles mathématiques de manière un peu plus rigoureuse par Princeton dans un article de 2005. Alors, l'idée principale est de dire dans ce codage prédictif que nous codons notre environnement, on va le coder, c'est-à-dire qu'on va le prédire. C'est-à-dire que nous soumettons nos perceptions et nos croyances. Ces croyances forment un modèle du monde, une représentation interne du monde. Donc, l'idée est de dire qu'on a une prédiction qu'on va faire sur le monde, c'est-à-dire qu'on va toujours prévoir ce qu'il va se passer, c'est-à-dire que vous allez prévoir que je ne vais pas disparaître ou couper la vidéo tout de suite, et finalement je vais continuer de parler au moins quelques minutes, et si il se passait autre chose, eh bien vous seriez surpris. Vous auriez votre modèle du monde, votre prédiction du monde qui serait faussée, et tout votre objectif, ça serait de corriger ce modèle du monde. Par exemple, vous penseriez qu'il y a une coupure au niveau de la vidéo, une coupure au niveau du système informatique, qui expliquerait cette mauvaise prédiction que vous avez faite. Et donc vous allez essayer de corriger cette mauvaise prédiction, et donc il y a des mises à jour, des croyances qu'on a sur le monde, et tous nos comportements sont modulés pour essayer de mettre à jour ces croyances et éviter d'être trop surpris. Et donc, c'est ce qu'on appelle en mathématiques, avec une certaine divergence de Kullback-Leibler, qui s'appelle la réduction de l'énergie libre. On veut réduire cette énergie libre entre nos croyances et ce que nous apporte le monde en termes de prédiction. Donc voilà, on a un modèle causal de ce qui devrait être pour nous l'environnement, et notamment de notre propre corps, suivant nos croyances. Et ce modèle est corrigé en continu par nos perceptions, qui répondent ou non à nos croyances et attentes. Et s'il y a un déviant qui apparaît, il y a une surprise, on met à jour notre modèle, et on cherche ainsi à minimiser l'énergie libre. Et donc l'inférence active, c'est qu'on agit en fonction de notre modèle afin de diminuer la surprise, c'est-à-dire les erreurs de prédiction. Voilà, alors c'est souvent représenté comme ça, au niveau du cerveau. Alors finalement, de manière assez simpliste à droite, c'est qu'on voit qu'il y a des flèches qui descendent, on a une prédiction qui vient du cerveau sur le monde, c'est-à-dire que le cerveau prédit ce qui va se passer dans le monde, et puis il y a des erreurs de prédiction, le monde nous renvoie de manière hiérarchisée des informations qui ne correspondent pas à ce modèle. Donc finalement, on était sûr de bien connaître ce que c'est un chien, et puis si on voit un chien qui se met à miauler, on va douter de notre modèle, et on va corriger notre modèle en se disant que finalement les chiens, c'est pas ce qui a quatre pattes et des oreilles, c'est ce qui aboie. Et inversement, on pourrait le corriger en fonction de ce miaulement, ou penser qu'on devient fou. Et c'est aussi une manière de corriger son modèle du monde. Et donc on s'imagine bien que dans les troubles psychiatriques, très clairement, il peut y avoir des difficultés à corriger son modèle, ou au contraire des difficultés à percevoir des subtilités d'erreurs de prédiction. Voilà, alors ça pose pas mal de défis interdisciplinaires, ces questions. C'est des questions qui sont à la frontière de la clinique, de l'éthique des sciences humaines, des neurosciences, et donc les sciences computationnelles en santé sont particulièrement importantes à développer, et notamment ces développements doivent mettre en avant des enjeux à la fois cliniques, pour la bonne pratique par exemple de l'IA, des modèles génératifs, mais aussi au niveau académique, puisqu'il faut mêler des compétences d'ingénieurs, de scientifiques, de médecins et de sciences humaines, et puis au niveau collaboratif plus large, au niveau des écosystèmes de recherche
et de l'IA, qui peuvent passer à la fois par des discussions en temps réel, des doubles diplômes, par exemple de médecine ingénierie, des séminaires, des conférences ou des intégrations des institutions et des projets de recherche institutionnelle plus larges, voire de reconnaissance par les institutions universitaires. Voilà, merci pour votre attention.